Un homme en costume, affichant sa richesse, est apparu sur le chantier, a aperçu un ouvrier âgé transportant du ciment et s'est exclamé « Vous ne valez rien ». Cette attitude a choqué les autres ouvriers, car tous connaissaient la véritable identité de cet homme humble qui était en train d'être humilié. C'était lundi et le soleil n'avait pas encore chauffé lorsque Manuel, âgé de 69 ans, est arrivé sur le chantier. Avec la même énergie que d'habitude, il transportait les sacs de ciment. Ses mains ridées saisissaient chaque objet comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. Pour lui, c'était effectivement le cas. Les autres, la routine était déjà familière aux ouvriers. Vicente, le maçon le plus expérimenté, leur fit signe de loin tout en préparant le mortier. Carlos rangeait les outils à leur place habituelle. Tous reconnaissaient que Manuel n'était pas un simple ouvrier, mais ils le respectaient pour sa décision de travailler avec l'équipe. « Bonjour Manuel », salua Roberto, l'un des plus jeunes assistants. « Les matériaux sont arrivés plus tôt aujourd'hui. »« C'est mieux ainsi », répondit Manuel en essuyant la sueur de son front. Un travail qui commence tôt est terminé dans les délais. Il répétait toujours ces phrases courtes, mais tout le monde savait que ses décennies d'expérience se reflétaient dans chaque détail. Manuel transportait les briques une par une, non par nécessité, mais par conviction. Un vrai leader travaille avec son équipe. Il avait bâti cet empire en travaillant dur aux côtés de ses collaborateurs et n'avait pas l'intention de changer cela. La tranquillité de la journée fut brusquement interrompue lorsque le bruit d'une voiture de luxe déchira l'air. Les roues glissèrent sur l'asphalte, soulevant un nuage de poussière qui fit se retourner tout le monde vers l'entrée du chantier. Une berline noire, brillante comme un miroir, se gara devant le portail. André en sortit. Il se déplaçait comme s'il était le maître du monde, vêtu d'un costume gris impeccable, de chaussures hors de prix et d'une montre en or qui brillait au soleil. Il ajusta sa cravate et regarda autour de lui avec l'air de quelqu'un qui accordait un privilège à sa simple présence. « Où est le responsable de ce chantier ?» demanda-t-il à voix haute, comme s'il s'adressait à des enfants. Vicente cessa de travailler la pâte et regarda Manuel, qui continuait à organiser le matériel, comme si rien d'anormal ne se passait. Tout le monde connaissait le véritable coupable qui se trouvait juste là. Vêtu simplement, les mains marquées par le travail, Vicente tenta de gagner du temps. « L'ingénieur est en réunion, » dit-il, « mais je peux vous aider si vous avez besoin de quoi que ce soit. » André, cependant, n'apprécia pas cette réponse. Il n'était pas venu pour parler à Pedreiro, mais pour traiter de questions importantes. Il parcourut le chantier comme un souverain inspectant ses territoires. Il s'est arrêté devant Manuel, qui était à genoux en train de ranger des sacs de mortier. Le contraste était évident. Le courtier, impeccablement vêtu, regardait avec hauteur l'homme humble qui travaillait par terre. « Hé, toi là-bas » a demandé André, d'un ton qui a rendu tout le monde inquiet. « Ce matériel gêne le passage. Enlevez-le d'ici. » Manuel se leva lentement, s'essuyant les mains avec le chiffon qu'il avait toujours dans sa poche. « Je peux me déplacer, oui, monsieur. Cependant, ce matériau est essentiel pour les fondations du bloc 3. Si vous le déplacez maintenant, cela retardera le planning. » André éclata de rire avec mépris. « Le planning? Depuis quand un ouvrier se soucie-t-il du planning ?» Les mots sortirent comme un coup de poing. Vicente serra les poings. Carlos cessa son travail et fixa la scène, la colère contenue sur son visage. Roberto, honteux, baissa la tête. L'humiliation que subissait Manuel était palpable. « Écoute-moi bien, vieil homme. » André s'approcha, la voix chargée de mépris. « Je ne suis pas venu ici pour écouter l'opinion de ceux qui transportent des briques. Je suis venu régler des affaires importantes, avec des personnes importantes. » Manuel, sans répondre, inclina simplement la tête et commença à déplacer le matériel ailleurs. À chaque sac de ciment qu'il portait, le poids semblait augmenter, non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de la honte qu'il avalait en silence. « C'est comme ça »,
affirma André à voix haute, comme s'il enseignait une vérité universelle à tout le monde. Chacun a sa place doit servir. Le serviteur sert, le patron commande. Vicente s'approche prudemment. Monsieur, pourquoi vous adressez-vous ainsi à lui? Manuel est un homme travailleur et honnête. Un travailleur honnête? André eut un rire amer. Tout le monde ici est un travailleur honnête, mais cela n'empêche pas que certains soient nés pour commander et d'autres pour obéir. Manuel continua à transporter le matériel sans dire un mot. Les autres employés se regardèrent avec indignation, mais respectèrent sa décision de ne pas affronter la situation. Nous connaissions Manuel depuis un certain temps. Nous savions qu'il était incapable d'humilier quelqu'un, même s'il était lui-même humilié. André prit son téléphone portable et composa un numéro. « Je vais contacter le propriétaire de ce chantier. Nous devons ajuster certains points concernant le calendrier des ventes. Vous pouvez fixer un rendez-vous, » suggéra Vicente, s'efforçant de garder son sang-froid. « Il est toujours plus prudent de prendre rendez-vous à l'avance. » « Prendre rendez-vous » André le regarda comme s'il avait dit quelque chose dans une autre langue. « Mon garçon, vous ne comprenez pas comment fonctionnent les choses dans le monde des affaires. Quand André Mendes souhaite parler à quelqu'un, cette personne se rend disponible. » Manuel hésita une seconde, juste une seconde, en entendant le nom complet du courtier. Mais Vicente, attentif à cette brève pause, comprit que quelque chose avait changé dans l'esprit de son employeur. « Écoutez, » continua André au téléphone, « j'ai besoin de régler certaines questions concernant le projet de l'entreprise de construction Santos. Oui, celle-là même. Je veux parler directement au propriétaire. » Il raccrocha le téléphone, l'air irrité. La secrétaire affirma qu'il n'était pas disponible pour le moment. Incroyable. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. André rangea son téléphone et regarda à nouveau Manuel, qui continuait à travailler en silence. « Hé, le vieux, combien d'années de travail as-tu derrière toi ?» Manuel leva les yeux. « 54 ans, monsieur. 54 ans à porter des briques. » André rit cruellement et resta dans la même position. « Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes sont nées pour ça. » Ces mots le touchèrent profondément. Roberto ferma les yeux, blessé par cette injustice. Carlos serra l'outil si fort que ses doigts blanchirent. Vicente, essayant de contrôler sa respiration, prit une profonde inspiration pour ne pas. Vicente insista pour défendre Manuel à nouveau, mais André se contenta de rire à nouveau. « Quelle histoire peut bien avoir un ouvrier du bâtiment ?» demanda-t-il. « Il a commencé par transporter des briques. Il mourra en transportant des briques. C'est la réalité. » Manuel se leva lentement et se dirigea vers un tas de matériaux de l'autre côté de la pièce. André le suivit, semblant s'amuser de la situation. « Vous ne comprenez pas le problème, » dit-il à voix haute pour que tout le monde l'entende. « Vous pensez que le travail manuel confère un certain statut, mais la vérité est que le monde est divisé entre ceux qui pensent et ceux qui agissent, entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent. »« Et qui commandez-vous, monsieur ?» demanda Manuel pour la première fois, d'une voix sereine qui interrompit le rire d'André. « Expliquez-moi, qui commandez-vous » Je posais la question, car jusqu'alors, je ne l'avais vu que parler. André rougit. « Hé, mon vieux, écoutez-moi bien. Je brasse des millions dans l'immobilier. Je vends des appartements qui valent plus que ce que vous gagnerez dans toute votre vie. »« Je comprends, » répondit Manuel laconiquement, avant de reprendre son travail. La réponse laconique de Manuel irrita André encore davantage. Il était habitué à ce que les gens soient impressionnés par ses chiffres, son succès et ses vêtements extravagants. Manuel, cependant, avait réagi avec indifférence, comme s'il parlait de quelque chose de banal. « Je reviendrai demain pour parler au véritable propriétaire de cet immeuble, » déclara André en ajustant son costume. « À ce moment-là, nous traiterons de sujets sérieux, avec des personnes qui comptent vraiment, » ajouta-t-il, avant de se diriger vers sa voiture. Avant de monter, cependant, il se retourna à nouveau. « Alors, mon vieux ?
Tu portes toujours ta brique? C'est tout ce que tu pourras accomplir dans la vie. André monta dans la voiture et partit en accélérant, soulevant encore plus de poussière. Le bruit du moteur diminua jusqu'à disparaître complètement, laissant le chantier dans le silence. Vicente fut le premier à s'approcher de Manuel. « Monsieur Manuel, pourquoi n'avez-vous pas dit qui vous étiez? Pourquoi avez-vous laissé ce type parler ainsi ?» Manuel s'essuya à nouveau les mains avec le chiffon et regarda tous les employés qui s'étaient rassemblés autour de lui. Carlos, Roberto, Vicente, tous affichaient des expressions de révolte et d'indignation. Mais qu'est-ce qui avait provoqué une telle réaction? Il avait dit calmement. Parfois, il est plus sage de laisser les gens révéler qui ils sont vraiment avant de révéler qui nous sommes vraiment. Roberto hocha la tête. Mais c'était très injuste, Manuel. Vous ne méritiez pas d'entendre de tels propos. Le calme. Manuel sourit pour la première fois de la journée. J'ai entendu des choses bien plus désagréables dans ma vie, et j'ai appris que les personnes qui ont besoin d'humilier les autres pour se sentir importantes sont des personnes petites à l'intérieur. Vicente croisa les bras. Et alors? Il a dit qu'il reviendrait demain. Manuel prit un autre sac de ciment et le posa sur son épaule. Laisse-le. Il est revenu. La journée de demain s'annonçait intrigante, et il continua à travailler comme si de rien n'était, tandis que ses collègues se regardaient, conscients que le courtier, trop fier, n'avait pas la moindre idée de la leçon qui l'attendait. La nuit avait été difficile pour Manuel. Il n'avait pas bien dormi, ruminant les paroles d'André, non pas à cause de la douleur, mais parce que ces paroles l'avaient transporté vers d'autres moments de sa vie où il avait été jugé sur son apparence. À 69 ans, il avait déjà vu beaucoup de gens essayer de s'élever au-dessus de leur propre dimension en humiliant les autres. Le lendemain matin, Manuel arrive encore plus tôt sur le chantier. Vicente était déjà là, préparant le mortier pour la journée. « Monsieur Manuel, avez-vous bien dormi ?» demanda le maçon, sachant que la réponse serait probablement non. « J'ai dormi en y pensant », répondit Manuel, tout en prenant un balai pour nettoyer l'endroit où André avait marché la veille. Son esprit vagabondait sur la façon dont certaines personnes pouvaient être si insensibles. Carlos est arrivé peu après, avec un café dans une bouteille thermos qu'il partageait toujours avec l'équipe. « Il revient aujourd'hui, n'est-ce pas, Manuel ?» a-t-il demandé. « Oui », répond Manuel d'un ton plus ferme que nécessaire. « Et quand il reviendra, il montrera encore plus sa vraie nature. » Roberto arrive en courant, en retard, comme d'habitude. « Désolé les gars, le bus est tombé en panne en chemin. » Il s'arrête en voyant les visages fermés de tout le monde. « Il s'est passé quelque chose ?» Le courtier d'hier a dit qu'il reviendrait aujourd'hui, explique Vicente. Roberto grimace à l'idée de parler au véritable propriétaire. Oh mon Dieu, ça va être compliqué. L'équipe a travaillé en silence toute la matinée. Tout le monde attendait l'arrivée d'André, qui est arrivé comme une tempête annoncée, visible par tous, mais incontrôlable. Manuel déplaçait des matériaux d'un côté à l'autre, mais ses gestes étaient différents, plus résolus, comme s'il anticipait quelque chose. Le soleil brillait fort lorsque le rugissement de la voiture importée déchira à nouveau l'air du chantier. Cette fois, André descendit du véhicule avec encore plus d'ostentation, arborant un porte-documents en cuir de grande valeur et des lunettes de soleil au prix exorbitant. « Bonjour tout le monde !» s'exclama-t-il, comme si l'endroit lui appartenait. « Je suis venu aujourd'hui pour régler certaines affaires. Importantes, murmura-t-il, et ses yeux se posèrent sur Manuel, qui était accroupi, nettoyant des outils près du dépôt de matériaux. André s'approcha d'un pas assuré, tel un chasseur qui avait trouvé sa proie. « Tu es encore là, mon vieux ?» demanda André d'une voix forte pour que tout le monde puisse l'entendre. « Je pensais qu'après hier, tu aurais compris ta place. » Manuel continua à nettoyer les outils sans lever les yeux. « Je fais mon travail, monsieur. »« Ton travail ?» André éclata d'un rire cruel. « Ce que tu fais là n'est pas du travail, c'est une perte de temps. Un chantier moderne exige de l'efficacité,
pas de la paresse qui entrave le progrès. Vicente abandonna le mortier et s'approcha. Carlos posa sa truelle. Roberto interrompit le chargement des briques. La tension était palpable, comme si quelque chose allait se passer. André, réalisant que tous les regards étaient braqués sur lui, décida de faire une présentation. « Vous voulez connaître la vérité ? Je suis venu ici pour parler au responsable de ce chantier, afin de lui montrer comment une équipe doit fonctionner. » Il sortit un papier de son porte-document et commença à lire. Premièrement, les employés lents retardent le calendrier. Deuxièmement, l'ouvrier qui donne son avis sur la construction outrepasse ses responsabilités. Manuel leva enfin les yeux et fixa André du regard. « Et selon vous, quel serait mon rôle ?» André rit encore plus fort. « Quel est votre rôle, au juste ? Votre rôle est de transporter des matériaux d'un endroit à un autre sans poser de questions. C'est de nettoyer ce que les autres salissent. C'est de faire le travail que personne d'autre ne veut faire. » Les mots fusèrent comme du poison. Vicente ferma les yeux. Carlos retint son souffle pour ne pas exploser de rage. Roberto baissa la tête, honteux de la situation dont Manuel était témoin. « Je comprends, » affirma Manuel avec un calme qui irrita encore plus André. « Tu comprends ? Je doute que tu comprennes vraiment. Les gens comme vous ne sont pas capables de comprendre le monde des affaires. » André se jeta sur Manuel, envahissant son espace. « Savez-vous combien j'ai gagné le mois dernier en vendant des appartements ? Plus que vous ne gagnerez au cours des 5 prochaines années. »« Ça doit être beaucoup d'argent, en effet, » répondit Manuel. Cette réponse calme irritait profondément André. Il était habitué à des gens qui s'impressionnaient, qui se laissaient intimider, qui s'inclinaient devant son succès. Manuel, cependant, réagissait comme si c'était quelque chose de banal. Beaucoup d'argent, c'est une fortune, une somme inimaginable pour vous. Les gens comme vous vivent dans un petit monde, sans ambition, sans perspective. Manuel se leva lentement, s'essuyant les mains sur le chiffon. « Vous pensez connaître ma vie ? Je la connais très bien. » André éclata de colère. « Je la connais parfaitement. Vous êtes encore un de ceux qui sont nés pauvres, qui mourront pauvres, et qui, entre-temps, se berceront d'illusions en pensant que le travail honnête vaut quelque chose. » Vicente n'en pouvait plus. « Jeune homme, arrêtez ça. Vous n'avez pas le droit de parler ainsi. » André se tourna vers Vicente, les yeux brillants. « Je n'ai pas le droit. Et qui êtes-vous pour me dire ce que je peux ou ne peux pas dire ? Je suis quelqu'un qui travaille depuis 15 ans avec Manuel et je sais de quoi je parle. » 15 ans ? André rit avec mépris. 15 ans d'expérience comme serviteur. Cela justifie beaucoup de choses. Vous vous êtes habitué à un niveau bas. Carlos s'approche également. Vous ne comprenez pas de quoi vous parlez. Je sais exactement de quoi je parle. André perdait son sang-froid. Vous êtes un groupe de personnes complaisantes qui considèrent que porter des briques est un métier digne. En réalité, les gens comme vous sont facilement remplaçables. Roberto tenta d'intervenir, mais André l'interrompit. « Vous voulez connaître la vérité ? La vérité, c'est que je suis venu ici pour parler aux propriétaires de ce chantier de la manière d'améliorer la productivité. Et l'une des suggestions que je vais faire est de remplacer les employés expérimentés par des jeunes plus efficaces. » Le silence qui s'est abattu sur le chantier était absolu. André avait dépassé toutes les limites. Il ne se contentait pas d'humilier Manuel, il menaçait l'emploi de tout le monde. Manuel fit un pas vers lui. « Vous croyez vraiment que le propriétaire de ce chantier va licencier des employés sur votre suggestion ? » « J'en suis sûr. » André se frappa la poitrine. « Vous savez pourquoi ? Parce que je connais le monde des affaires. Parce que je sais comment fonctionne la dynamique du marché. Parce que j'ai du pouvoir. » « Du pouvoir ?» Manuel répéta le mot. Il parlait comme s'il savourait le goût de l'influence. « Je connais les principaux acteurs de la ville, les grands noms, ceux qui dictent le rythme de ce marché. » André se laissait emporter par ses propres paroles. « Lorsque je parlerai au propriétaire de ce projet, je lui expliquerai comment les choses fonctionnent dans le contexte actuel.
Je lui montrerai que des employés comme vous représentent un obstacle. Vicente insista une fois de plus pour défendre l'équipe. Monsieur, vous ne comprenez pas notre travail. Vous ne savez pas l'importance de ce que nous faisons ici. Je n'ai pas besoin de le savoir, André, s'exclama-t-il. J'observe le résultat. Je vois un projet rempli de personnes apathiques, sans ambition, sans discernement entrepreneurial. Il s'adressa à Manuel avec véhémence. Et vous, monsieur, vous êtes l'incarnation de tout ce qui ne va pas ici. 54 ans dans le bâtiment et vous transportez encore des sacs de ciment. C'est lamentable. Ces mots le blessèrent profondément. Roberto ferme les yeux pour éviter l'humiliation de Manuel. Carlos serra les dents, tandis que Vicente secouait la tête avec indignation. Manuel prit une profonde inspiration avant de répondre. « Vous pensez que porter des sacs de ciment est regrettable ? Moi, oui, à 69 ans, la retraite serait plus appropriée que d'interférer dans le travail des autres. » « Le travail des autres ?» répéta Manuel, un sourire subtil apparaissant au coin de ses lèvres. André, cependant, ne remarqua pas ce sourire. Il était absorbé par son propre discours. Le travail des autres ? Oui, car ce projet appartient à des personnes sérieuses, qui comprennent les affaires, qui savent gagner de l'argent. Et savez-vous qui en est le propriétaire ? Demanda Manuel. Bien sûr que je le sais. C'est une personne importante et influente, responsable de la construction d'un empire dans le secteur immobilier, répondit Manuel en hochant lentement la tête. Je comprends. Et quand allez-vous vous entretenir avec cette personne importante ? André regarda sa montre en or. Dans 1 heure, j'ai prévu une réunion pour régler définitivement la question de ce projet. Dans 1 heure, répéta Manuel, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Dans 1 heure, réaffirma André. Et après cette réunion, plusieurs choses vont changer ici, à commencer par la restructuration de la liste des employés. Carlos, Vicente et Roberto se regardèrent, l'air inquiet. André parlait des licenciements avec une froideur effrayante. « Êtes-vous sûr de connaître le propriétaire de ce chantier ?» insista Manuel. « J'en suis absolument certain, » répondit André. « J'ai fait des recherches approfondies sur lui. » Le nom de Manuel Santos, l'un des plus grands promoteurs immobiliers de la ville, résonna dans l'air, faisant soudainement taire Manuel. Les autres employés restèrent silencieux, dans l'attente. André, selon Manuel Santos, était un homme qui, parti de rien, avait bâti un empire, quelqu'un qui avait une connaissance approfondie de l'argent, des affaires et de comment le monde fonctionne réellement. Et vous pensez qu'une telle personne accepterait de licencier des employés chevronnés ? Demanda Manuel. Je le crois, car il comprendra que je suis sincère. Les entrepreneurs qui réussissent savent reconnaître l'efficacité quand ils la voient. André ajusta sa cravate et prit son sac. Et maintenant, je vais me préparer pour cette conférence. Restez ici avec vos plans. Bientôt, la moitié d'entre vous ne sera plus là. Il fit un premier pas vers la voiture, mais s'arrêta et regarda Manuel une dernière fois avant de « Le vieil homme, vous pouvez commencer à chercher un autre emploi, car votre époque où vous perturbiez le travail sérieux est terminée aujourd'hui. » André est parti, laissant le chantier dans un silence pesant. Tous les ouvriers fixaient Manuel, attendant une réponse. Manuel s'est essuyé les mains avec le chiffon et a regardé chacun de ses collègues. « Les gars, une réunion très intéressante va commencer dans un instant. » Vicente a secoué la tête. « Manuel, cet homme est vraiment dangereux. Il a le pouvoir de faire en sorte que le patron nous licencie. » Manuel esquissa un sourire, le premier de la journée. « Vicente, tu me fais confiance ? » « Bien sûr que je te fais confiance. Alors détends-toi, tout sera clair dans un instant. » Emmanuel retourna au travail, transportant un autre sac de ciment, tandis que ses collègues l'observaient, conscients que quelque chose d'important allait se produire. Le temps passa péniblement, chaque minute semblant durer une éternité. Vicente n'arrivait pas à se concentrer sur le mélange qu'il préparait. Carlos rangeait les mêmes outils. Pour la 3e fois,
Roberto transportait des briques d'un endroit à l'autre, sans but précis. La tension était palpable, tout le monde était impatient de voir ce qui allait se passer. Manuel, cependant, continuait à travailler comme si c'était un jour normal. Il transportait des matériaux, nettoyait les lieux et organisait tout avec le même calme habituel. Cependant, les autres employés remarquaient un changement chez lui, une énergie réprimée, comme si une tempête se préparait derrière son calme apparent. Manuel Vicente s'approche à nouveau, pour la 5e fois en 30 minutes. « Monsieur, vous êtes sûr de ne pas vouloir prévenir cet homme de qui vous êtes avant la réunion ?» Manuel cessa de balayer et regarda Vicente, le maçon expérimenté. « Après 54 ans, j'ai appris que certaines personnes ne comprennent certaines choses que lorsqu'elles sont confrontées à une dure réalité, mais il a parlé de licencier tout le monde. » Carlos, toujours anxieux, se joignit à la conversation. « Et s'il parvient à les persuader? Je veux dire, s'il est vraiment persuasif ?» Manuel sourit de manière énigmatique, ce qui fit comprendre à Carlos qu'il y avait un détail qu'il n'avait pas encore compris. « Carlos, même si vous avez confiance en votre travail? » « Bien sûr que j'ai confiance. Tu as confiance en la qualité de ton travail? » « Oui. » « Alors, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. » Roberto s'approche, le visage ruisselant de sueur, plus à cause de la nervosité que de la chaleur du soleil. « Monsieur Manuel, je peux vous dire quelque chose ?» demanda-t-il. « Vas-y, mon garçon, » répondit-il. « Cet André, il a l'air d'être quelqu'un d'obstiné, qui ne se contente pas d'une réponse négative, le genre de type qui fait tout son possible pour obtenir ce qu'il veut. » Manuel acquiesça lentement. C'est exactement le genre de personne qui a un besoin urgent d'apprendre le respect. Vicente pencha la tête, inquiet. « Mais Manuel, allez-vous le laisser répandre tous ces mensonges à notre sujet lors de la réunion ?» Vicente. Manuel toucha l'épaule de son collègue. Parfois, il vaut mieux laisser les gens creuser leur propre tombe avant de leur en montrer le fond. La réponse rendit les 3 collègues encore plus intrigués. Il y avait quelque chose dans la voix de Manuel qu'ils ne comprenaient pas, une certitude qui semblait émaner d'un endroit très profond. « Je peux vous raconter une histoire ?» dit Manuel en s'installant sur une pile de blocs de béton. Les 3 hommes s'approchèrent. Roberto était si nerveux qu'il avait même arrêté de transpirer. Vicente abandonna sa truelle et Carlos s'assit sur une boîte à outils. À mon époque, quand j'avais l'âge de Roberto, Manuel travaillait déjà. Il était sur un chantier voisin, comme Roberto aujourd'hui, en tant qu'ouvrier. Le propriétaire était un homme gentil, mais il avait un contremaître qui maltraitait tout le monde. Vicente se pencha en avant, curieux. « Comment ça, Manuel ?» demanda-t-il. Ce contremaître pensait qu'humilier les ouvriers les inciterait à mieux travailler. Il criait, insultait et faisait en sorte que les gens se sentent inférieurs. Manuel resta silencieux, contemplant l'horizon, comme s'il revivait ce moment. Un jour, le contremaître décida de l'humilier devant tout le monde, en lui disant qu'il était un idiot, qu'il ne serait jamais rien dans la vie, que les gens comme lui étaient nés pour servir. Roberto sentit un goût amer dans sa bouche. Et alors, Manuel? Il n'a rien dit, il n'a pas riposté, il ne s'est pas battu, il a simplement continué à travailler. Carlos fronça les sourcils. « Mais pourquoi? Tu n'étais pas en colère? » « Je suis resté, mais j'ai appris que la colère mal canalisée ne fait que causer du tort, alors j'ai décidé d'utiliser celle-ci. » La colère le poussait à construire quelque chose de mieux. Vicente commençait à comprendre l'objectif de Manuel. Et que s'est-il passé? Je me suis consacré plus que quiconque à cette construction. J'ai tout appris sur le métier, j'ai étudié le soir, j'ai travaillé pendant la journée, j'ai économisé chaque centime que je gagnais. Manuel, debout, a continué son récit en marchant lentement sur le chantier. 2 ans plus tard, j'ai pu aider un voisin avec un petit travail, puis un autre, et encore un autre, toujours à des prix équitables et en travaillant avec intégrité. « Et le patron ?» demanda Roberto, inquiet. Le patron, cependant, a persisté dans la même attitude,
humiliant les autres, croyant détenir la vérité. Jusqu'au jour où, 15 ans plus tard, il est venu frapper à ma porte pour chercher du travail. Un silence de mort s'est abattu sur le groupe. Les 3 employés regardaient Manuel avec une admiration qui transcendait la simple curiosité. « Vous lui avez donné un emploi ?» a demandé Vicente à voix basse. « Moi ?» répondit Manuel de manière concise, mais je lui ai expliqué que dans mon entreprise, tout le monde était traité avec respect, que peu importait que l'on soit ouvrier ou ingénieur, tout travail honnête avait de la valeur. Carlos hocha la tête, impressionné. Et a-t-il changé? Oui. Il a travaillé avec moi pendant 10 ans avant de prendre sa retraite. Il est devenu une meilleure personne lorsqu'il a appris que le respect s'obtient en respectant les autres. Roberto regarda Manuel avec des yeux écarquillés. À travers ce manuel, vous transmettez le message que Dieu met parfois des personnes sur notre chemin pour nous enseigner des leçons précieuses, et qu'il nous met également sur le chemin d'autres personnes pour que nous puissions leur enseigner des leçons pour eux. Vicente a alors commencé à comprendre l'ampleur de la situation. André, a-t-il conclu, avait besoin d'apprendre l'humilité, le respect et la véritable valeur des gens. Manuel a regardé la montre qu'il portait toujours au poignet, une simple montre en cuir usé qui contrastait avec la richesse qu'il avait accumulée. Il restait 20 minutes avant la réunion. Carlos se leva également. « Manuel, demanda-t-il, puis-je vous poser une question personnelle? »« Bien sûr. N'avez-vous jamais eu envie d'abandonner? » ?»« Jamais. Qui aurait cru que vous passeriez de serviteur à véritable patron? » Manuel sourit avec son air énigmatique. « Carlos, qui a dit qu'être patron signifiait abandonner le travail manuel? Comment ça? Pensez-vous que quelqu'un perde son importance en portant une houe, en transportant un sac de ciment, en travaillant dur? » Non, répondit Carlos sans hésiter. Alors, pourquoi est-ce que je perdrais de ma valeur en faisant la même chose? La réflexion flottait dans l'air comme une leçon à retenir. Roberto Vicente et Carlos se saluèrent. Ils réalisèrent qu'ils étaient en présence de quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui avait choisi d'être extraordinaire tout en restant ordinaire. « Monsieur Manuel, » dit Roberto d'une voix pleine d'admiration, « vous êtes différent de toutes les personnes que j'ai connues. Je ne suis pas différent, mon garçon. J'ai simplement choisi de ne pas oublier d'où je viens. » Vicente essuya une larme qui commençait à se former au coin de son œil. « C'est pour cela que vous ne vous plaignez jamais de rien. C'est pour cela que vous traitez tout le monde avec gentillesse. C'est pour cela que vous ne vous croyez jamais supérieur à personne. » Exactement, Vicente. Le succès qui nous rend oublier l'humilité ne représente pas un véritable succès, seulement une vanité masquée. Manuel, reprenant le balai, continua à nettoyer le lieu de la réunion. « Et maintenant, pour accueillir notre visiteur, nous allons tout préparer. » Carlos regarda autour de lui. « Préparer comment, Manuel? Vous resterez présent pendant la réunion. Non pas pour interférer, mais pour témoigner. »« Témoigner de quoi? » demanda Roberto. « Observez le moment où quelqu'un d'orgueilleux reconnaîtra son erreur de jugement. Observez le moment où quelqu'un qui se considérait au-dessus des autres, en réalisant qu'il se trouvait face à quelqu'un de bien plus imposant, Vicente sourit pour la première fois de la journée. Cette expérience lui enseignerait une leçon inoubliable, une leçon que personne n'oubliera jamais, affirma Manuel. La leçon, expliqua Manuel, réside dans l'importance de traiter chaque personne avec respect, quelle que soit sa position. 10 minutes s'écoulèrent. Manuel avait aménagé un espace propre près du dépôt de matériaux avec 2 vieilles chaises trouvées sur le chantier. Rien de luxueux, rien de spécial, juste un endroit simple où une conversation qui allait tout changer allait avoir lieu. Tout était comme d'habitude. André est arrivé à l'heure, sa voiture importée s'arrêtant avec son bruit habituel et soulevant la poussière caractéristique. Mais cette fois, en descendant du véhicule, il semblait encore plus élégant que les jours précédents. Un costume neuf, un porte-documents en cuir de haute qualité,
des lunettes de soleil dont le prix dépassait le salaire mensuel de n'importe quel travailleur. Il parcourut le chantier comme s'il en était le propriétaire, inspectant ses domaines. « Où est le propriétaire » demanda-t-il à voix haute, ignorant complètement Manuel qui balayait à proximité. Vicente indiqua la zone que Manuel avait aménagée. « Là, monsieur. » André examina les chaises rudimentaires et fronça le nez en signe de désapprobation. « C'est ici que la réunion aura lieu ?»« C'est bien ici, » répondit Manuel en laissant son balai et en s'approchant d'une des chaises. André eut un rire ironique. « Non, non, non. Vous n'avez pas compris. La réunion est réservée aux personnes importantes. Vous pouvez vous occuper du transport du matériel à un autre endroit. » Manuel s'assit sereinement sur la chaise. « La réunion est avec moi. » André cessa de rire. Il regarda Manuel avec l'expression de quelqu'un qui le voyait pour la première fois. Fantôme. Le regard d'André se posa sur Vicente, Carlos, Roberto. Tous observaient la scène avec une tension chargée d'attente. « Que se passe-t-il » demanda André, la voix presque en murmure. « La réunion que vous avez programmée, » répondit Manuel avec son calme habituel. « C'est avec moi. » À cet instant, André commença à sentir que quelque chose n'allait vraiment pas. Il resta silencieux pendant de longues secondes, essayant d'assimiler les mots qu'il venait d'entendre. Le monde semblait se mouvoir au ralenti autour de lui. Manuel était adossé à cette chaise usée, vêtu d'un simple uniforme de domestique, les mains rugueuses et avec son calme habituel. André répondit « Vous plaisantez ?» Sa voix tremblait légèrement. « Vous me faites une blague ?» Manuel secoua lentement la tête. « Je ne plaisante pas, André. »« Asseyez-vous, s'il vous plaît. » L'utilisation de son nom fit reculer André. Comment cet employé connaissait-il son nom? Il ne se souvenait pas s'être présenté formellement. Son rythme cardiaque s'accéléra. Une sensation inhabituelle s'installa. Il eut le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. « Comment le savez-vous ?»« Mon nom ?» demanda-t-il, son arrogance commençant à se fissurer comme du verre. « Je sais beaucoup de choses sur vous, André Mendes. Courtier chez Mendes Immobiliaria en Asociados, diplômé depuis 12 ans, spécialisé dans les projets immobiliers haut de gamme. » André sentit ses jambes fléchir. Ces informations n'étaient pas publiques. Elles n'étaient accessibles nulle part où un simple employé pouvait facilement y avoir accès. « Qui êtes-vous » Manuel fit un geste vers la chaise vide. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Nous avons beaucoup à discuter. Je m'assiérai quand vous me direz qui vous êtes. » André cria, mais son cri ressemblait plus à un gémissement qu'à un ordre. Vicente, Carlos et Roberto se placèrent stratégiquement autour de lui, non pas dans le but de l'intimider, mais plutôt pour être témoins de ce moment historique qui se déroulait sous leurs yeux. Ils comprenaient que ce serait une histoire à raconter à leurs descendants. Manuel se leva calmement et se dirigea vers une pile de papier qu'il avait déposée sur une planche de bois. Il prit un simple porte-document en cuir, déjà usé. Totalement différente du porte-document importé qu'André portait, Manuel demanda, en feuilletant les documents, « Vous avez fait des recherches sur le propriétaire de cet ouvrage, n'est-ce pas ?»« Oui, j'ai fait des recherches, » répondit André en bégayant. Manuel Santos, propriétaire de l'entreprise de construction Santos, un magnate du secteur, fut la réponse d'André. « Et à part ça, qu'avez-vous trouvé d'autre à son sujet ?» demanda Manuel, tandis qu'André tentait de retrouver son calme. « C'est une personne sérieuse qui a réussi, avec une connaissance approfondie des affaires, » affirma-t-il. « Une personne sérieuse, » répéta Manuel, comme s'il réfléchissait à la signification profonde de l'expression, pour décrire quelqu'un qui se distingue dans le monde des affaires. « Exactement, » affirma André, cherchant à reprendre le contrôle de la situation. « C'est pourquoi je suis venu lui parler de l'optimisation de l'efficacité du chantier, de l'impact négatif que peut avoir la présence d'employés complaisants sur la productivité. » Manuel absorba lentement ces mots. « Et vous pensez que Manuel Santos serait d'accord avec votre analyse ?»
J'en suis certain. Un entrepreneur qui réussit reconnaît le talent quand il le rencontre. Le talent, répéta Manuel en sortant un document de son porte-document. Et il reconnaît aussi son absence. André s'approcha, poussé par la curiosité de découvrir ce que Manuel avait en main. Il tenait un document officiel, avec un cachet doré et une signature certifiée par un notaire. « À quoi cela sert-il » demanda Manuel en tendant le papier à André. Il s'agissait d'un certificat de propriété du chantier, d'un registre de l'entreprise, de documents attestant la véritable propriété de tout ce qu'André observait. André, les mains tremblantes, reçut le document et commença à lire le titre, puis les coordonnées du propriétaire. Son regard se déplaça, ligne par ligne, jusqu'à s'arrêter sur la signature. Une signature qui lui était familière, car il l'avait déjà vue plusieurs fois dans des contrats, sur des documents officiels et dans des registres municipaux. Manuel Santos. André examina le document, puis fixa son regard sur Manuel avant de revenir au document. Son esprit refusait de traiter l'information. C'était impensable. Cela ne pouvait pas être vrai. « Non, ce n'est pas possible !» murmura-t-il d'une voix presque inaudible. « Vous pouvez vérifier les autres documents », suggéra calmement Manuel en sortant d'autres papiers du dossier. Enregistrement au registre du commerce, licence d'exploitation, certificat de conformité fiscale. André prit chaque document, comme c'est. Il s'agissait de bombes prêtes à exploser, tous portant le même nom, Manuel Santos. Tous avec la même signature. C'étaient des preuves irréfutables que cet homme humble, qu'André avait méprisé pendant 2 jours, était le propriétaire de tout. Mais c'était impossible. André balbutia, sentant son monde s'écrouler. « Vous n'êtes qu'un simple ouvrier, un porteur de sacs de ciment, un nettoyeur d'outils. » « Et alors ?» demanda Manuel avec une simplicité qui le laissa stupéfait. « Comment y arriver ? Le patron ne travaille pas comme un serviteur. Les entrepreneurs ne s'occupent pas de tâches manuelles comme transporter des briques. » Manuel esquissa ce sourire énigmatique que les employés connaissaient si bien. Qui a révélé cela? André sentait la sueur lui glacer le dos à présent. Toute son arrogance, toute sa prétention, toute la certitude qu'il avait sur le fonctionnement des choses s'effondrait comme un château de sable. Oui, c'est évident. Il essaya de le contredire. Les personnes qui réussissent ne s'adonnent pas à des tâches pénibles, ne se mélangent pas aux employés, ne se salissent pas, ne se contaminent pas. Manuel répéta, en fixant ses propres mains calleuses et rugueuses. « Tu penses que travailler honnêtement salit les gens ? » « Non, je ne pense pas. C'est exactement ce que tu as dit, André. Tu as déclaré que les gens comme moi sont nés pour servir, que porter des briques est une tâche destinée à ceux qui n'ont pas d'ambition. » André a essayé de s'expliquer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Le souvenir de tout ce qu'il avait dit ces derniers jours s'est installé comme une tempête. Chaque humiliation, chaque offense, chaque mot cruel prononcé à l'encontre de Manuel résonnant dans son esprit. « Avez-vous vraiment dit cela ?» Manuel est resté tout aussi calme, affirmant que les employés comme les miens étaient un fardeau et qu'ils devaient être licenciés. Pour augmenter la productivité, Vicente, Carlos et Roberto ont assisté en silence et avec révérence. C'était comme assister à une leçon de vie en temps réel, un cours sur l'humilité et le respect. André s'est effondré sur sa chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de son humiliation. « Je ne savais pas. »« Tu ne savais pas quoi ?» a demandé Manuel en s'asseyant également. « Je ne savais pas qui vous étiez, » a-t-il répondu. Manuel se pencha légèrement en avant. « Et cela changerait quelque chose ? Si j'étais un simple serviteur, diriez-vous que vos actions seraient moins cruelles ?» La question résonna dans l'esprit d'André, lui faisant comprendre qu'il ne s'agissait pas de découvrir la richesse de Manuel, mais plutôt de la façon dont il avait traité un autre être humain. Il ne parvint pas à l'admettre, la voix tremblante. Cela ne changerait pas son comportement. Alors, quelle est la véritable question ici, André ? André baissa les yeux, incapable de regarder Manuel. Le problème réside en moi. Continuez.
J'ai jugé cet homme sur ses vêtements, sa position, son apparence. Je pensais que cela me donnait le pouvoir de l'humilier, de le mépriser, de le maltraiter. Manuel acquiesça. Et alors, pourquoi? André resta silencieux pendant de longues minutes. L'atmosphère semblait lourde, comme si tout l'atelier était attentif à cette conversation. Même les bruits de la ville semblaient au plus étouffés. « Pourquoi » demanda-t-il finalement. « Je me sens minuscule à l'intérieur. Et quand je me sens ainsi, j'ai besoin de faire en sorte que les autres se sentent encore plus petits. » La franchise de la réponse choqua tout le monde. Vicente regarda Carlos, Carlos regarda Roberto. Aucun d'eux ne s'attendait à cette confession. Manuel se cala dans sa chaise. « Racontez-moi cela. À ce sujet? À propos de quoi? » À propos de ce sentiment de petitesse, André prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à sauter d'une falaise. Mon père, maçon, a travaillé toute sa vie sur des chantiers comme celui-ci. Il rentrait toujours à la maison couvert de poussière, épuisé, avec un salaire modeste. Manuel ne dit rien, il écouta simplement. Dans mon enfance, quand je le voyais rentrer à la maison, j'avais honte. Honte de ses vêtements sales, de ses mains durcies, de l'odeur de ciment qui collait à sa peau. Cette confession jaillit comme de l'eau stagnante qui trouve enfin une ouverture dans le barrage. Je me suis promis de ne jamais devenir comme lui, de ne jamais m'occuper de travaux manuels, de porter des costumes, de m'exprimer avec élégance et d'accumuler des richesses sans me salir les mains. Vicente a ressenti une douleur dans la poitrine. En tant que père, il comprenait l'angoisse d'entendre de tels mots. Et, avec simplicité, Manuel a déclaré « J'ai réussi. Je suis devenu courtier. Je porte des vêtements haut de gamme. Je conduis une voiture importée. » Mais André a finalement levé les yeux après plusieurs minutes, se sentant toutefois encore petit, car au fond, il savait qu'il venait d'une famille de maçons. Et chaque fois qu'il voyait « Pour me sentir supérieur, j'ai besoin de rabaisser des personnes comme mon père, comme vous. » Un silence pesant s'installa, laissant Manuel observer André pendant de longs instants, comme s'il pouvait voir son essence. « Votre père est-il toujours là » demanda-t-il finalement. André secoua la tête. « Il est décédé il y a 3 ans, victime d'un cancer du poumon. » « Et vous vous êtes réconciliés avant son départ » La question résonna en André comme un coup direct à l'estomac. « Non. Ces dernières années, la communication entre nous était devenue quasi inexistante. J'avais honte d'amener mes copines chez lui, honte de le présenter à mes collègues de travail. » Manuel se leva et fit quelques pas, les mains derrière le dos, comme s'il digérait l'information. « André, dit-il enfin, tu veux savoir quelle a été la plus grande erreur de ta vie » André acquiesça, incapable de parler. Ce n'était pas le manque de respect qu'il m'avait témoigné ici, sur le chantier, ni le jugement des employés, ni l'arrogance. Alors, quelle était-elle? Manuel se retourna et fixa André du regard. « Avoir honte de l'homme qui a sacrifié sa vie pour que tu puisses avoir une vie meilleure. » Ces mots étaient comme des couteaux, plus tranchants que jamais. Toute humiliation l'avait abattu. André se laissa aller à pleurer, incapable de retenir les larmes qui coulaient sur son visage. « Mon père » sanglotait-il. « Mon père était un homme bon, j'en suis sûr » dit Manuel avec une sincère compassion. « Et je suis sûr qu'il serait fier de voir son fils prospérer, même s'il ne comprenait pas pourquoi ce fils avait honte de lui. » André s'effondra, la fureur de toutes ces années de chagrin refoulé, de honte non affrontée, d'arrogance comme bouclier, le consumant enfin. À cet instant, tout se révéla. Manuel s'approcha et posa la main sur son épaule. Il n'était pas trop tard pour changer, André. Il n'était pas trop tard pour honorer la mémoire de son père en vivant de manière plus digne. Et à cet instant, les larmes effaçant des années d'orgueil blessé, André commença à comprendre la véritable signification d'être un homme de valeur. Les larmes, intenses comme celles d'un enfant, coulaient sur son visage, tachant son élégant costume,
détruisant la façade de réussite qu'il avait construite avec tant d'efforts. Manuel resta là, la main toujours posée sur son épaule, calme, sans se presser, sans porter aucun jugement, offrant seulement le réconfort silencieux de quelqu'un qui a déjà connu de nombreuses difficultés. Vicente, Carlos et Roberto observèrent la scène, incertains de ce qu'ils devaient ressentir. Il était impossible de ne pas être ému en voyant un homme adulte s'effondrer ainsi, affrontant ses propres démons devant des inconnus. André sanglotait entre deux larmes. L'affection de mon père était profonde, et je ne lui avais jamais exprimé ma fierté. Manuel se pencha, mettant son regard à la hauteur de celui d'André. « Racontez-moi tout sur lui, Antonio Mendes, » demanda André, tout en essuyant. Son visage était marqué par la manche de sa veste. Pendant 40 ans, il s'est consacré à la construction civile, bâtissant la moitié du quartier où j'ai grandi, des maisons, des immeubles, des rénovations. Il n'a jamais cessé de travailler un seul jour. Sa voix était rauque, mais en parlant de son père, il ressentait enfin un soulagement, sans la honte qui l'accompagnait. Il se levait tous les jours à 5 heures du matin. Il préparait son café et un sandwich à emporter dans sa gamelle. Enfant, je me levais parfois tôt, juste pour observer sa routine avant de partir au travail. Manuel acquiesça, encourageant André à continuer. Il disait toujours « Mon fils, une vie de travail honnête n'a jamais fait honte à personne. Ce qui fait vraiment honte, c'est la paresse de ne pas travailler. » Mais je n'écoutais pas. Je ne voyais que ses vêtements poussiéreux, ses mains calleuses, la fatigue qui se lisait sur son visage quand il rentrait à la maison. Roberto s'est approché avec précaution, ému par mon histoire. Lui aussi était fils de maçon et comprenait parfaitement cette angoisse. En apprenant que j'avais été admis à l'université en administration, André s'est exclamé « Mon père était plus heureux que moi. Il a dit qu'il aurait un fils diplômé, un col blanc. » Il a fait des heures supplémentaires pendant 4 ans pour financer ses études. Vicente baissa la tête, comprenant parfaitement le sacrifice que cela représentait pour un père. « Et comment l'as-tu remercié, Manuel ?» demanda-t-il gentiment. André ferma les yeux, comme si la question le blessait. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une agence immobilière renommée. J'ai commencé à prospérer, à m'habiller différemment, à fréquenter des endroits qu'il n'avait jamais connus. C'est là que la honte s'est installée. La honte quand il venait sur mon lieu de travail avec ses vêtements de maçon. J'avais honte quand mes collègues me demandaient quelle était la profession de mon père. Honte de... Carlos serra les poings, reconnaissant ce type de discrimination dans sa propre expérience. Un jour, André a poursuivi, presque dans un murmure. L'homme est venu lui rendre visite à son bureau, impeccablement vêtu d'un costume emprunté, les cheveux bien coiffés. Il voulait le voir travailler, découvrir son environnement professionnel. Manuel a attendu patiemment. Mais moi, j'ai dit à la réceptionniste que je ne le connaissais pas, que c'était probablement un vendeur ambulant. Je lui ai demandé de le renvoyer. Le silence qui s'est abattu sur le groupe était trop lourd. Vicente a dégluti. Roberto a ressenti une envie irrésistible de pleurer, partageant la tristesse d'André. Carlos, incrédule, a secoué la tête. « Il a entendu ?» a demandé Manuel à voix basse. « Oui, il a tout entendu. Il était à la porte du bureau quand j'ai prononcé ces mots. Il m'a vu nier ma paternité. » André s'est laissé tomber à nouveau, les larmes jaillissant du plus profond de son être. « Et comment a-t-il réagi ?» a insisté Manuel avec délicatesse. André n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec une profonde tristesse que je ne pourrai jamais oublier. Puis, il s'est éloigné lentement, comme s'il avait reçu un coup dans le ventre. Vicente n'a pas essayé de s'approcher, il s'est contenté de l'observer de loin, puis il s'est approché et s'est agenouillé à côté d'André. « Et vous n'en avez jamais parlé ?» André secoua la tête. « Jamais. Il ne l'a plus jamais revu au travail, ni même mentionné sa profession. Quand ils se rencontraient à la maison, il le saluait poliment, lui demandait comment il allait, mais une distance s'était installée entre eux, qui n'existait pas auparavant. « Et tu n'as pas cherché à t'expliquer ?»
demanda Roberto. Comment aurais-je pu m'expliquer? Il affirmait avoir menti par honte, disant que son travail honnête me faisait honte. Manuel se leva. Il fit quelques pas, absorbant cette histoire lourde. « André, dit-il finalement, votre père savait-il que vous l'aimiez? » La réponse fut hésitante. « Je ne sais pas. J'espère que oui. » Mais au cours des 5 dernières années de sa vie, il s'était éloigné. Il trouvait toujours des excuses pour éviter les réunions de famille, pour ne pas assister au déjeuner du dimanche. La raison? La peur que ses relations, ses amis, ses collègues découvrent la profession de son père, maçon. Il s'était créé une image publique d'homme à succès, issu d'une famille de la classe supérieure. Les médias et mon père ne cadraient pas avec ce scénario. Carlos n'a plus supporté la pression. Il sentait que son père souffrait beaucoup de cette situation. Et le pire, c'est que je le savais. Je le voyais dans son expression lorsque nous nous rencontrions en ville. Il était fier de me voir bien habillé, avec une belle voiture, mais il était aussi triste parce qu'il comprenait que je m'éloignais de lui. Manuel s'est rassis dans son fauteuil et, lorsqu'il est tombé malade, André a hésité avant de répondre « cancer du poumon ». Les médecins ont attribué cette situation à la poussière provenant des chantiers, au ciment et aux produits chimiques qu'il avait inhalés. Toute sa vie. Êtes-vous allé lui rendre visite à l'hôpital? Rarement. Je trouvais toujours des excuses. Un travail important, un rendez-vous urgent, un voyage professionnel. En réalité, je ne supportais pas de le voir dans cet état. Vicente ferma les yeux, pensant à la douleur de ce père abandonné par son fils, au moment le plus délicat. « Dans quel état ?» demanda Manuel. Faible, minuscule dans son lit d'hôpital. L'homme que j'avais toujours considéré comme fort, qui se levait tôt tous les jours pour aller travailler, était devant moi, affaibli, et je ne pouvais pas comprendre. Roberto avait remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas, peut-être n'avaient-ils pas compris. Tu ne pouvais pas admettre que ton père était, après tout, un homme? André le regarda, perplexe. Comment ça? Tu t'étais construit une image de ton père comme quelqu'un de moins important, à cause de son métier manuel. Mais en le voyant malade, tu as réalisé qu'il n'était qu'un homme qui t'avait toujours aimé, qui s'était toujours dévoué pour que tu aies une vie meilleure. Les affirmations de Roberto frappèrent André avec la force d'une révélation. C'était ça. C'était exactement ça. Il n'arrivait pas à croire qu'il était réel, un être humain, susceptible de faiblesse. Manuel se pencha. En avant. Et quelle a été votre dernière conversation? André prit une profonde inspiration, anticipant la partie la plus difficile du récit. C'était 3 jours avant son départ. Il était très affaibli, presque incapable de parler. Il a demandé à me voir seul. Tout le monde était attentif à chaque mot prononcé. Il m'a serré la main avec ses mains ridées, qui m'ont toujours déplu, et m'a dit « Mon fils, je sais que tu as honte de moi, et c'est compréhensible. Tu es devenu tout ce que j'ai toujours voulu que tu sois. Je voulais juste que tu saches à quel point je suis fier d'être ton père. » Vicente se joignit aux pleurs. Carlos essuya une larme qui refusait de cesser de couler, et Roberto toucha son cœur avec sa main. « Et qu'as-tu répondu » demanda Manuel doucement. André ferma les yeux, se remémorant le moment le plus cruel de sa vie. Je n'ai rien répondu. Je suis resté silencieux. Je suis sorti de la chambre sans prononcer un seul mot. Ce fut le dernier adieu que je lui ai fait. Le silence qui s'installa ne fut rompu que par les lamentations d'André, des lamentations qui portaient en elles des années de culpabilité accumulées, de regrets qui le rongeaient de l'intérieur. Il est parti 3 jours plus tard. André a réussi, murmura-t-il entre 2 sanglots. Et il ne lui avait jamais dit qu'il l'aimait, il ne lui avait jamais exprimé sa fierté, il ne lui avait jamais demandé pardon. Manuel se leva et tendit la main à André. « Viens avec moi. »« Où ça ? » ?»« Viens. » André se leva, encore bouleversé par sa propre confession. Manuel l'emmena jusqu'à un parterre de fleurs du chantier,
où se dressait un petit arbre planté par les ouvriers. « Tu sais ce que c'est » demanda Manuel. « Un arbre » ? C'est un arbre que Vicente a planté quand il a perdu sa mère. Chaque fois qu'elle te manquera, viens ici pour lui parler. Parle-lui comme si elle était présente, comme si elle t'écoutait. Vicente acquiesça timidement. André Manuel posa sa main sur l'épaule du courtier. « Ton père peut encore t'entendre. Ceux qui partent ne s'en vont jamais complètement tant que quelqu'un se souvient d'eux avec amour. Mais je l'ai maltraité, je l'ai rejeté, je l'ai fui alors qu'il avait le plus besoin de moi. Et maintenant, tu peux honorer sa mémoire en devenant la personne qu'il a toujours su que tu pouvais être. » André regarda ce petit arbre, planté avec amour par un fils nostalgique. « Je peux lui parler ?»« Bien sûr que tu peux. » André s'agenouilla alors. Près de l'arbre, ses larmes coulèrent sur le sol sec. « Papa, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir eu honte de l'homme le plus respecté que j'ai connu. Pardonne-moi de t'avoir rejeté. Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. » Vicente, Carlos et Roberto se rassemblèrent autour de lui, formant un cercle de soutien silencieux. « Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé et je suis honoré d'être ton fils. Honoré de porter dans mes veines le sang d'un homme qui a façonné le monde de ses propres mains. » Manuel incline la tête, submergé par l'émotion. Scène de rédemption. « À partir d'aujourd'hui, poursuivit André, je respecterai ta mémoire en honorant chaque travailleur qui croisera mon chemin, chaque maçon, chaque ouvrier, chaque individu qui construit le monde par un travail digne. » Il se leva lentement, transformé par cette expérience. « Manuel, » dit-il, en fixant du regard l'homme qui avait changé sa vie. « Pardonnez-moi pour la façon dont je vous ai traité, pour la façon dont j'ai traité vos employés, pour mon manque de respect, mon arrogance, mon manque d'humanité. » André tendit la main à Manuel. « Je te pardonne, mais maintenant, tu dois te pardonner à toi-même. » André serra la main ridée avec un respect sincère. « Comment puis-je faire cela ?» demanda-t-il. « En devenant une meilleure personne à partir de maintenant, en honorant mon père par mes actions. » André sentit des larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de liberté, d'un fardeau enfin allégé. Le reste de l'après-midi se déroula comme dans une réalité alternative. André ne partit pas comme tout le monde l'avait prévu. Au lieu de cela, il proposa son aide, demandant s'il pouvait rester et collaborer à tout ce qui était nécessaire. Manuel accepta. Curieux de suivre l'évolution de cette transformation, Vicente observait André essayer de porter un sac de ciment, avec la même inexpérience que quelqu'un qui n'avait jamais accompli cette tâche auparavant. Son élégant costume se salissait, ses chaussures italiennes s'empoussiéraient, mais André semblait indifférent. « Laissez-moi vous montrer, » proposa Vicente en s'approchant du courtier. « S'il vous plaît, » répondit André sans aucune fierté. « Je n'ai jamais porté rien de plus lourd qu'une mallette remplie de documents. » Vicente lui montra la bonne façon de positionner le sac sur son épaule, comment équilibrer le poids et comment marcher sans trop solliciter son dos. André observait chaque détail avec attention, comme s'il s'agissait de l'enseignement le plus important de sa vie. « Mon père faisait ça tous les jours, » murmura André en ajustant la charge sur son épaule. « Comment supportait-il cela ?»« On s'y habitue, » répondit Vicente sans détour. « Mais ça ne devient jamais facile, juste familier. » André porta le sac jusqu'à sa destination, transpirant plus que tous les autres réunis. En posant le sac par terre, il respirait comme s'il venait de terminer un marathon. Combien de sacs comme celui-ci mon père transportait-il ? Et combien de sacs par jour ? Demanda-t-il à Manuel. La quantité variait en fonction du travail, mais un maçon expérimenté transporte entre 50 et 100 sacs par jour. André était stupéfait. 50 à 100 ? Tous les jours pendant 40 ans. L'ampleur de cette tâche a frappé André comme une soudaine révélation.
Il avait porté un seul sac et était déjà épuisé. L'effort que son père fournissait quotidiennement, 100 fois, pendant des décennies, était colossal. Carlos s'est approché et lui a tendu une bouteille d'eau. « Tiens, tu en as besoin », lui a-t-il dit. André accepta l'eau avec une sincère gratitude. Où trouvez-vous l'énergie de travailler après avoir assumé tant de responsabilités? Il n'y a pas d'autre choix. Roberto Rio, sans mauvaise intention, affirma « Soit on travaille, soit on ne mange pas. » Et vous éprouvez de la satisfaction dans ce que vous faites? La question fut posée avec une curiosité sincère, sans aucune supériorité. « J'aime ça », répondit Carlos. « Construire quelque chose de ses propres mains procure une satisfaction que je ne peux expliquer. »« Moi aussi, j'aime ça », ajouta Vicente. « Voir un bâtiment s'élever brique par brique, savoir que l'on a contribué à sa construction, c'est gratifiant. » Roberto acquiesça. « Ma mère dit souvent que le travail honnête ennoblit l'homme, qu'il s'agisse de construction ou, au bureau, ce qui compte vraiment, c'est l'effort consacré. » André absorba chaque mot comme s'il entrait dans une nouvelle réalité. Pendant toutes ces années, il avait considéré le travail manuel avec dédain, sans jamais comprendre la fierté et la noblesse qui l'imprégnait. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda André à Manuel. « Pourquoi, avec tout votre argent, avec toutes vos entreprises, continuez-vous à transporter des briques ?» Manuel interrompit le rangement des outils et fixa André du regard. « Pourquoi? C'est en transportant des briques que j'ai acquis toutes mes connaissances en matière de construction. C'est en travaillant aux côtés des employés que j'ai compris le fonctionnement réel d'un chantier. Mais vous ne trouvez pas cela étrange? Qui? Les autres entrepreneurs, les courtiers, les gens de votre classe sociale. » Manuel sourit. « André, pensez-vous que mon importance en tant que personne diminue lorsque je soulève un sac de ciment? » Non. André répondit sans hésiter. « Pourquoi alors l'importance des autres serait-elle réduite? » La réflexion d'André s'approfondit avec cette question. C'était si simple, mais il n'y avait jamais pensé. J'étais arrivé à cette conclusion. « Monsieur Manuel, » annonça Vicente, « il est temps de terminer le travail pour aujourd'hui. » Manuel regarda sa montre. « C'est vrai, les gars. On va se dire au revoir. » Les employés se mobilisèrent pour ranger les outils, nettoyer les lieux et organiser le matériel pour le lendemain. André suivait chaque mouvement, chaque rituel de fin de journée. « Puis-je aider à ranger quelque chose ?» demanda-t-il. « Tu peux prendre ces outils là-bas » indiqua Carlos en montrant un ensemble d'équipements. André alla chercher les outils avec précaution, comme s'il s'agissait d'objets précieux. Il n'avait jamais accordé d'importance à ces instruments simples qui construisaient le monde. « André » appela Manuel alors que tout le monde se préparait à partir. « Oui. »« Tu veux dîner avec nous? Nous allons toujours manger dans un restaurant simple près d'ici après le travail. » André fut surpris par l'invitation. « Vous m'accepteriez? »« Pourquoi ne t'accepterions-nous pas ?» demanda Roberto sincèrement. « Après tout ce que j'ai dit, après la façon dont je vous ai traité, » Vicente posa sa main sur l'épaule d'André. « Tout le monde mérite une seconde chance, surtout ceux qui ont le courage d'admettre ses erreurs. » Le restaurant était modeste, petit, bondé de travailleurs venant directement des chantiers. André s'est senti déplacé au début, avec son costume sale parmi tant de personnes en tenue simple, mais il s'est progressivement calmé. Ce Manuel, le propriétaire, l'a salué. Cette salutation habituelle. Comme d'habitude, Joachim. André remarqua à quel point Manuel était respecté ici, non pas pour ses vêtements ou sa voiture, mais pour la simplicité et le respect avec lesquels il traitait tout le monde. Pendant le dîner, André écouta les histoires des employés. Vicente a mentionné sa fille qui terminait ses études secondaires, Carlos a parlé de la naissance de son petit-fils et Roberto a révélé ses projets de mariage pour l'année suivante. « Et toi, André ?» a demandé Manuel. « Tu as une famille ?»« J'ai une petite amie depuis 2 ans, » a répondu André. « Elle ne sait toujours pas que mon père travaillait comme maçon. »
Un silence gênant s'est abattu sur la table. « Tu vas lui révéler cela » demanda Vicente. André réfléchit quelques instants. « Je vais lui dire que je suis le fils du meilleur maçon qui ait jamais existé » affirma-t-il. Carlos sourit à cette réponse. Il serait certainement fier d'entendre cela. André acquiesça. Les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Après le dîner, au moment de se quitter, André s'approcha de Manuel. « Manuel, puis-je vous parler en privé ?»« Bien sûr. » Les deux hommes s'éloignèrent du groupe. « Je voudrais vous demander quelque chose, » dit André. « Je voudrais que vous m'appreniez à devenir une meilleure personne. » Manuel resta perplexe. « Comment ça ? » « Je veux apprendre à traiter les gens avec dignité. Je veux apprendre à apprécier le travail acharné. Je veux devenir quelqu'un que mon père reconnaîtrait avec fierté. » André, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en classe, c'est quelque chose qui se vit. Alors, laissez-moi vivre cela avec vous. Laissez-moi revenir ici, aider sur le chantier, apprendre ce qu'est le vrai travail. Manuel regarda cet homme qui était arrivé sur le chantier 2 jours plus tôt comme un courtier arrogant et qui demandait maintenant à apprendre l'humilité. « Vous êtes sûr ? Ce n'est pas facile. C'est un travail pénible, de la sueur, de la fatigue. J'en suis sûr. Mon père l'a fait pendant 40 ans. Je peux le faire au moins pendant un certain temps. » Manuel tendit la main. « Alors sois le bienvenu dans l'équipe. » André serra cette main ridée avec respect et gratitude. Pour la première fois, un sentiment d'alignement m'envahit. « Une dernière chose, » dit André. « Les contrats de vente que j'ai apportés pour négocier, déchire-les tous. Je ne me sens pas digne de tirer profit de ce projet après mon comportement. » Manuel incline la tête. « Je ne les déchirerai pas. » « Pourquoi ? Parce que tu resteras le courtier responsable. » Mais, conscient désormais de la véritable valeur du travail qu'il vendait, André ne put retenir ses larmes. En 2 jours, l'arrogance s'était dissipée et l'humanité avait fleuri dans son cœur. J'avais découvert que le succès ne se mesure pas à des vêtements extravagants ou à des voitures de luxe, mais à la dignité de ceux qui travaillent avec honnêteté et respect pour tous. 3 mois se sont écoulés depuis cette transformation qui a tout reconfiguré. André arrivait désormais tous les jours sur le chantier avant 7 heures, vêtu de son uniforme de travail. Son élégant costume avait été remplacé par des jeans et des chemises basiques. Il avait toujours son véhicule importé, mais il partageait désormais le parking avec les vélos et les motos de ses collègues. Manuel contemplait cette transformation avec plaisir. En silence, André ne se contentait pas d'accomplir une pénitence. Il apprenait véritablement la valeur du travail, la noblesse de l'effort physique, le respect acquis par la routine. « Vicente » appela André, portant 2 sacs de ciment à la fois. « Je fais ça bien ? Ça s'améliore beaucoup ?» Vicente sourit. « Le premier jour, tu pouvais à peine porter un sac. Maintenant, tu en portes 2. Mon père en portait parfois 2 à la fois. À l'époque, il en portait des dizaines par jour. » Roberto, tout en mélangeant la pâte, jeta un regard admiratif à André. « Tu as beaucoup progressé, mon ami. »« Comment ça ? Au début, on pensait que tu abandonnerais dès la première semaine. Le travail est dur, la chaleur intense, les mains douloureuses, mais tu as tenu bon. » André essuya la sueur de son front avec le même naturel que ses collègues. « Roberto, au cours de ces 3 mois, j'ai réalisé quelque chose. »« Quoi ? » ?»« J'ai réalisé que travailler de ses mains ne diminue personne, mais au contraire élève. » Carlos, qui était en train de poser des briques, s'interrompit pour écouter la conversation. « Augmentez votre sentiment d'accomplissement en vous endormant chaque jour en sachant que vous avez construit quelque chose. Un geste, une action qui a rendu le monde un peu plus positif que tu ne l'as trouvé. C'est quelque chose d'inestimable. » Manuel s'est approché du groupe avec une boîte à outils. « André, comment ça va ? Fatigué, mais content ?» André a répondu sans hésiter. « Je ne me suis jamais senti aussi épanoui. » « Et ton travail de courtier ?
Je continue à l'exercer l'après-midi, mais ma perspective a changé. Elle a changé, dit André, en arrêtant de travailler et en fixant Manuel du regard. Aujourd'hui, lorsqu'il présente un appartement à un client, il ne lui vend pas seulement un bien immobilier, mais le résultat du travail acharné des maçons et de toute l'équipe impliquée. Vicente ressentit un pincement au cœur devant l'expression de reconnaissance des ouvriers comme lui, devant l'affection des personnes qui avaient érigé ces murs à la sueur de leur front et avec dévouement. Jamais auparavant personne n'avait valorisé leur travail de cette manière, car personne n'avait fait l'effort de le comprendre. André acquiesça. Il m'a fallu 34 ans pour comprendre. Manuel s'assit alors sur une pile de blocs et fit signe à tout le monde de s'approcher. C'était l'heure de la pause, un moment sacré qu'il respectait toujours. « André, » commença Manuel, « puis-je te poser une question ?»« Bien sûr. Qu'as-tu découvert au cours de ces 3 Quels mois ont été les plus marquants pour toi ?» André réfléchit quelques instants, fixant ses mains, qui présentaient désormais des callosités similaires à celles de son père. « J'ai découvert que le respect ne s'acquiert pas, il se gagne. J'ai découvert que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Et j'ai réalisé que mon père était un héros que je n'avais jamais su apprécier. » Carlos essuya une larme qui tentait de percer. « J'imagine qu'il serait heureux de me voir aujourd'hui. Je l'espère. Chaque matin, je me souviens de lui. Je pense à ce qu'il ferait s'il était à ma place. » Roberto ouvrit la bouteille thermos de café qu'il utilisait toujours. Il portait en lui une profonde réflexion. Et que devait-il faire? Traiter tout le monde avec respect, travailler honnêtement et ne juger personne sur son apparence ou sa profession. Vicente reçut une tasse de café des mains de Roberto. « André, je peux te révéler quelque chose? Le premier jour où tu es arrivé ici, j'ai ressenti une telle colère que j'ai failli me disputer avec toi. Pourquoi? Parce que tu as parlé de ton manuel de la même manière que beaucoup de gens m'ont parlé, comme si j'étais inférieur, simplement parce que je travaille de mes mains. » André baissa la tête, la honte le rongeant encore. Les premiers jours ont été difficiles. « Mais maintenant, » insista Vicente, « en te voyant ici tous les jours, faire des efforts, apprendre à mes côtés, je me rends compte que tu as vraiment changé. »« J'ai changé, » affirma André, « et je n'ai pas l'intention de revenir en arrière. » Manuel se leva et se dirigea vers la plaque récemment installée, une plaque qui n'était pas là il y a 3 mois. « André, viens ici, » l'appela-t-il. André s'approcha du panneau et lut ce qui y était écrit. Cet ouvrage a été construit grâce aux efforts honnêtes et dévoués de personnes qui croient en la dignité de tout travail. J'ai installé ce panneau pour que, à cause de moi, affirma Manuel, tu as appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, que les préjugés peuvent être surmontés par la connaissance, que l'arrogance peut céder la place à l'humilité. André sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mon cher Manuel, c'est vous qui m'avez appris cela, » répondit-il. « Non, je t'ai seulement montré le chemin. C'est vous qui avez eu la force de suivre ce chemin. » À ce moment-là, une voiture familiale s'arrêta à l'entrée du chantier. André la reconnut immédiatement. C'était sa petite amie, Béatrice. André. Elle sortit de la voiture, à sa recherche. Quels vêtements portait-il? André s'approcha, toujours vêtu des habits tachés par le travail. « Salut, Bia, » dit-il. « Je travaille. »« Tu travailles? Mais tu es courtier, non ?» André répondit. « Je suis courtier, mais je fais aussi des petits boulots. » Béatrice regarda autour d'elle, perplexe. « Je ne comprends pas, » dit-elle. André prit alors une profonde inspiration, sachant qu'il était temps de tout révéler. « Bia, je dois te dire certaines vérités sur moi, sur ma famille, sur ma véritable identité. » Ses amis Vicente, Carlos, Roberto et Manuel s'éloignèrent, respectant l'intimité de la conversation. « Mon père était maçon, » dit André. « Il a passé 40 ans dans le bâtiment et en a toujours eu honte. » Béatrice resta silencieuse, absorbant cette révélation. La honte d'un homme travailleur, honnête,
qui a consacré sa vie à lui offrir une vie meilleure. La honte de l'un des hommes les plus respectables qu'elle ait connus. Pourquoi ne vous l'a-t-il jamais dit? Il craignait qu'elle le considère comme inférieur, qu'elle le juge. Béatrice le regarda avec une expression qu'il ne parvint pas à interpréter. « André, répondit-elle enfin, pensez-vous vraiment que je suis si superficielle? Il ne s'agit pas de votre superficialité. La honte de mon passé s'est dissipée. Maintenant ?» André jeta un regard à Manuel, qui l'observait de loin, avec un sourire plein de fierté. « Je suis fier. Fier d'être le fils d'un maçon, fier de me consacrer au travail manuel, fier de chaque marque que mes doigts forment. » Béatrice s'approcha et prit les mains calleuses d'André. « Ces mains, dit-elle doucement, racontent une histoire de transformation, de quelqu'un qui a eu la force de reconnaître ses erreurs et d'évoluer. » André sentit une larme couler. « Tu n'es pas déçu? » »« Déçu? Moi, oui. » Manuel s'approcha avec un sourire fier. « Béatrice, n'est-ce pas? » ?»« Oui, monsieur. Votre partenaire est l'un des meilleurs hommes que je connaisse, non pas pour ses possessions, mais pour sa transformation. » André embrassa Béatrice, puis Manuel. « Manuel, comment puis-je vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi? Pour m'avoir aidé à devenir chaque jour une meilleure personne, en honorant la mémoire de mon père et en traitant chaque personne avec respect, sans exception. » Carlos et Roberto s'approchèrent du groupe. « André, dit Vicente, quel que soit l'endroit, vous serez toujours accueillis ici à bras ouverts. »« C'est ma maison, » déclara André. « Vous êtes ma famille. » Manuel observa autour de lui cette construction qui avait été le théâtre d'humiliation et qui s'élevait désormais comme un symbole de rédemption. « André, as-tu découvert la différence entre être important et être pertinent? Je l'ai apprise. Être important, c'est la perception que les autres ont de toi, tandis qu'être pertinent, c'est la différence que tu apportes dans la vie des autres. Et tu as fait la différence. » André observa chacun des employés qui faisaient désormais partie de son équipe, des amis, des professeurs, sa nouvelle famille. Je l'espère, et je souhaite que cela dure pour toujours. Le soleil se couchait sur le bâtiment lorsque Manuel toucha à nouveau l'épaule d'André. « Ton père serait heureux, dit-il simplement. »« Je l'espère, » répondit André en fixant le ciel. « Papa, j'ai réussi. Je suis enfin devenu l'homme que Dieu a toujours su que je pouvais être. » À cet instant, tous comprirent que la plus grande réalisation de ce projet ne résidait pas dans le bâtiment en construction, mais dans la reconstruction d'un homme qui a découvert la véritable signification de la valeur humaine. C'est la fin de l'histoire.